Dans cette même perspective, qui consiste à faire redécouvrir à l'individu les outils de sa propre autonomie, Itsuda propose aussi un rapport à la santé inhabituel et plus largement un autre regard sur les besoins et particularités des individus, corps et esprit. L'un de ses livres s'intitule d'ailleurs « La science du particulier ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette science du particulier ? Eh bien, il s'agit de ne plus considérer les êtres humains de façon générale comme des statistiques ou comme une sorte de troupeau, ou de dire les enfants de 5 ans, les hommes, les femmes, les jeunes, comme des généralités, mais de voir chaque individu. Au fond, c'est ce qu'on fait tous dans la vie quotidienne. On sait très bien que chacun de nos amis ou des membres de notre famille sont uniques, ils ont leurs particularités, leurs mouvements. Ils ne sont pas une statistique, ils ne sont pas une généralité. Mais néanmoins, on a tendance, malgré le fait qu'on connaît bien ces particularités des gens et qu'en fait on interagit avec eux avec ça, on a tendance à être dans une société qui voit les choses de façon globalisée, qui les gère de façon globalisée. On va estimer que pour les individus de 18 à 30 ans, il faut faire tel traitement. Voilà, donc ce sont des statistiques, des normes et des généralités. On perd de vue la spécificité de chaque individu. Donc, le renversement de perspective de la science du particulier, c'est de partir de l'individu. Ce n'est pas un programme politique. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que c'est possible de s'organiser de façon globale au niveau société ou autre. Ça, je n'en sais rien. Et ce n'est pas de ça dont parle Itsuo Tsuda. Itsuo Tsuda parle du fait que pour chaque individu, on peut réveiller sa propre sensibilité, sa propre force, sa propre capacité à sentir par soi-même, pour soi-même. Ne plus se dire, est-ce que j'ai bu 1 litre d'eau, est-ce que j'ai mangé tant de vitamines, est-ce que j'ai tant tel chiffre, est-ce que j'ai tant de cholestérol, mais sentir. Ne pas se fier à des indicateurs externes qui sont toujours potentiellement non seulement falsifiables, manipulables, mais aussi erronés. On connaît les histoires où parfois on fait faire des analyses à quelqu'un, ensuite à la suite de ces analyses, on fait un diagnostic, voire des fois on entraîne des conséquences, des actions médicales, et en fait, il y a eu confusion au laboratoire, les analyses reçues ne correspondaient pas à la personne. Donc on le sait bien que de l'extérieur, c'est toujours extérieur. Ça ne vient pas de la sensation individuelle intérieure. On peut avoir des éléments utiles, nécessaires, ce n'est pas la question. Si vous voulez, on peut tout à fait faire des analyses. Là n'est pas la question. La question, c'est à quoi on se fie à la fin pour prendre sa décision. Est-ce qu'on se fie à un algorithme qui nous a dit qu'à telle heure on boit du café et à telle heure on boit du whisky, ou si on se fie à ce dont on a besoin? Est-ce que j'ai besoin de manger des carottes? Est-ce que j'ai besoin de manger du café, de boire du café? Quelle est notre sensation? Pour ça, il faut effectivement la réveiller. Parce que souvent, là encore, avec l'éducation, avec l'école, on nous a beaucoup appris à se couper. À l'école, on ne peut pas manger quand on veut, on ne peut pas bouger quand on veut, on ne peut pas même aller aux toilettes quand on veut. Donc, on est obligé de se couper de nos sensations. On est obligé de se contraindre, en fait, de s'auto-dominer. Avec le réveil de la sensation et cette idée de la science du particulier, c'est de dire « je suis le centre de mon univers ». Pas le centre du monde, mais le centre de mon propre univers. Et je suis la personne la mieux placée pour savoir ce que sont mes besoins. Si je suis bien réveillée, si je ne suis pas intoxiquée par tout un tas d'idées sur ce que je dois faire, sur ce que je ne dois pas faire. Si on regarde les conseils en nutrition, en santé, on doit dormir 8 heures, ou bien on doit dormir 5 heures, on doit manger de la viande, ou bien on ne doit pas manger de la viande, on doit manger plus de brocoli. Enfin, c'est infernal. Si on voulait tout respecter, c'est infernal. Parce que c'est extérieur. Quand la régulation vient d'un corps qui est bien réveillé et qui sait ce qu'il veut, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est très net avec les enfants.
Alors les enfants, les petits-enfants, si bien sûr on les laisse s'exprimer, si on les force avec une cuillère pour maman, une cuillère pour papa, ou bien avec des petits pots tout mixés où on ne sent plus le goût de rien, effectivement on peut leur faire manger à peu près tout et n'importe quoi. Mais si on laisse l'enfant décider ce qu'il veut manger, on lui propose des choses et puis c'est lui qui va décider la quantité, c'est très net, il va manger quelque chose. Si on respecte bien cette vivacité du corps qui, quand il n'en veut plus, dit stop, on peut arriver à avoir des enfants pas si petits qui adorent leur plat qu'ils sont en train de manger, ils adorent ce gâteau, il reste un petit bout comme ça dans l'assiette, mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils ont gardé cette liaison directe qui dit stop. Et donc c'est stop. Et ça s'arrête. Il n'y a pas, c'est la gourmandise, j'en aurai plus, après peut-être que... Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce fatras dans la tête. Il y a la ligne directe qui dit stop, stop, c'est tout. Et ça s'arrête. Et ça, en tant qu'adulte, si nous l'avons perdu, un peu embrouillé, un peu abîmé, nous pouvons le retrouver à travers des pratiques comme le Katsugen Undo, qui réactivent la capacité du corps, et évidemment aussi à travers une démarche volontaire. Itsuo Tsuda parlait de mettre le volontaire au service de l'involontaire. Donc, à travers la démarche, de ne pas se dire « je dois finir mon plat, je dois manger parce qu'il est midi », mais de se poser la question « qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Est-ce que là j'ai vraiment encore faim ou est-ce que je vais m'arrêter ?» Faire cette démarche pour retrouver la sensation directe.